Bonsoir à tous et bienvenue. Très heureux de vous retrouver pour ce dernier point de l'actualité. Voici les titres. La Chambre haute ivoirienne est bientôt constituée. La sénatoriale 2023 s'est tenue ce samedi 16 septembre en Côte d'Ivoire. Les bureaux de vote ont fermé à la tombée de la nuit. 2/3 des 99 membres du Sénat ivoirien sont ainsi élus au scrutin indirect par un collège électoral composé des élus locaux, tandis que le tiers restant est nommé par le président Alassane Ouattara. Le concours d'entrée dans les établissements publics de formation professionnelle a eu lieu aujourd'hui partout dans le pays. Ils sont 24 768 candidats qui composent pour l'obtention du CAP, du BT et du BTS. Ce matin, à l'entame des épreuves, le directeur de cabinet du ministère de l'Enseignement technique a visité quelques centres. Et puis, Variétoscope, le programme culturel à succès de la RTI, a refermé ses portes aujourd'hui au Palais des Sports de Trècheville. 5 groupes étaient en compétition, une finale âprement discutée, à l'issue de laquelle le groupe Amamoué Biadaboissou est ressorti vainqueur. Parmi les nombreux prix glanés, le groupe du Sud Como est repart avec une ambulance médicalisée. Voilà pour le sommaire, vous suivez le 23h et vous faites toujours bien. Et pour commencer, ces images du vice-président de la République, Tiemoko Meïet Koné, quittant Abidjan aujourd'hui pour New York aux États-Unis. Il représentera le chef de l'État Alassane Ouattara à la 78e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies. Le thème de ces assises est ainsi libellé: reconstruire la confiance, raviver la solidarité mondiale, accélérer l'action en faveur de l'agenda 2030 et ses objectifs de développement durable vers la paix, la prospérité, le progrès et la durabilité pour tous. Au cours du débat général qui aura lieu du 19 au 26 septembre 2023, le vice-président de la République prononcera au nom du président Alassane Ouattara une allocution à la tribune des Nations Unies sur la situation mondiale et l'engagement de la Côte d'Ivoire en faveur d'importantes thématiques telles que la cohésion sociale, la paix, la sécurité mondiale ou encore le terrorisme. L'actualité, c'est aussi les sénatoriales 2023. Les élus étaient aux urnes ce samedi 16 septembre pour élire à leur tour les 2/3 des 99 membres du Sénat ivoirien. Voyons ensemble le déroulement du vote dans la région de Gbeke, au centre du pays, avec Charles Tatou. Lycée classique de Bouaké, centre de vote pour les 2 sénateurs de la région de Gbeke. Les autorités administratives et les superviseurs de la CEI ont ouvert le bureau pour lancer l'opération de vote. 2 enjeux. Premièrement, continuer à consolider la démocratie dans notre pays. Et deuxième enjeu pour nous, c'est que cette élection, comme toutes les autres qu'on vient de vivre, pour nous devra consolider donc les liens fraternels entre donc les fils et les filles de la région. Nous avons 9 bureaux de vote. Et nous souhaitons que les gens viendront au fur et à mesure. Ici, ce sont au total 385 électeurs qui accomplissent leur devoir civique dans 9 bureaux de vote. Cap sur Katiola, chef-lieu de région du Hambol. Les électeurs des 11 communes dont dispose la région convergent vers l'EPP Katiola 1 qui abrite les 12 bureaux de vote pour l'accomplissement de leur devoir civique. Dans le Hambol, on dénombre au total 424 électeurs. Le scrutin se déroule dans le calme et la discipline. À Bouaké, tout comme à Katiola, les électeurs ont marqué une grande mobilisation pour le vote des sénateurs de leurs régions respectives. Et dans la région du Cavali, précisément à Guiglo, les élus ont aussi pris part à cette élection des sénateurs visant la constitution de la Chambre haute du Parlement ivoirien. On voit cela en image avec Mamadou Kouassi. Lycée moderne de Guiglo. 5 bureaux de vote sont ouverts dans ce centre, sous la supervision des représentants de la CEI et des forces de défense et de sécurité. Alors, du point de vue, si vous voulez, de la mise en place et du déploiement logistique et matériel, tout est en place. Il n'y a aucun souci. Maintenant, il reste les électeurs. Si certains bureaux de vote enregistrent leurs premiers électeurs, d'autres par contre comptabilisent plus de 50% des votes. Nous avons commencé à 8 h et pour le moment, nous avons 6 votants. 5 hommes et une femme. Donc nous avons 23 votants sur 32 attendus. Et jusqu'à présent, tout se déroule bien. Le vote se passe dans le calme, dans la discipline. Les électeurs viennent de façon à leur rythme. Aux environs de 10 heures, le centre de vote enregistrait un nombre croissant d'électeurs venus des 4 départements du Cavali.
Des élections qu'ils souhaitent tous apaiser pour accompagner le développement de la région. Il est de mon devoir en tant que citoyen et en tant que conseiller régional de participer vraiment au rayonnement de la Côte d'Ivoire. Voter est un devoir civique et tout citoyen a des obligations vis-à-vis de la nation, vis-à-vis des électeurs et vis-à-vis de l'avenir du pays. Et je souhaite que le meilleur gagne. 2 listes sont en compétition et ils sont 222 électeurs à les départager ce samedi 16 septembre 2023. Rendons-nous dans la partie septentrionale de la Côte d'Ivoire. Le vote des sénateurs s'est aussi déroulé dans de parfaites conditions dans la région du Poro du Tchologo. C'est ce que nous dit Ami Sissoko. Sénatorial dans le Poro, jour de vote. Ce sont 441 grands électeurs des 4 départements de la région du Poro, à savoir Korogo, Dikodougou, Sinemateli et Mbengue, qui sont attendus à l'EPP-Soba à Korogo. Le commissaire superviseur des régions de Bagou et Poro de la commission électorale indépendante et les autorités administratives étaient sur le lieu pour s'assurer du bon déroulement du scrutin. Les choses continuent telles que ça a commencé. Vous avez vu qu'il y a un réel engouement. Les grands électeurs sont présents dans nos 12 bureaux de vote pour la région du Poro. Et les choses se passent bien pour le moment. On espère que ça va aller jusqu'à 17h pour la fin. Conseillers régionaux et municipaux du Poro sont tous venus accomplir leur devoir civique. Nous avons pris des engagements auprès des populations et en venant maintenant voter massivement nos sénateurs de notre parti, nous donnons les moyens justement d'avoir une voix au Parlement. Après le Parlement, toutes les lois sont transmises au Sénat. Donc je pense que c'est une manière de leur donner une grande force pour pouvoir examiner toutes les lois de la nation. Le nouveau président du conseil régional du Poro, Fidel Sarasoro, n'a pas manqué à son devoir. Je suis très content de voir que ce qui se passe aujourd'hui est un approfondissement de notre démocratie, un approfondissement de la cohésion également, parce que c'est tout cela qui constitue également l'expression de la cohésion sociale au niveau local. Cap Suifeke, dans la région du Tchologo, à 50 km de Korogo. C'est le lycée moderne qui abrite ces sénatoriales. 7 bureaux de vote pour 270 électeurs qui sont venus accorder leur voix à leurs candidats. L'enjeu pour nous, c'est d'abord le développement de la région. Nous pensons qu'il faut choisir quelqu'un qui puisse pouvoir régler et défendre toutes les activités et tout ce qu'il y a dans le cadre du développement de la région du Tchologo. Parmi les électeurs du Tchologo, Tini Biraima Ouattara, par ailleurs président du conseil régional du Tchologo. Les enjeux sont importants. Il s'agit donc d'élire les sénateurs qui doivent, pendant les 5 prochaines années, essayer de réguler toutes les lois, surtout les lois qui concernent les collectivités locales. Donc vous voyez l'importance de cette élection. Bien entendu, le RHDP qui s'inscrit dans une dynamique que tout le monde connaît ici en Côte d'Ivoire est venu donc ce matin pour marquer sa présence. Les élus de la région du Tankoui ont aussi répondu à l'appel ce samedi. Ils se sont rendus aux urnes pour élire les sénateurs. Le point de cette journée de vote dans l'ouest du pays avec Mamadou Kouassi. Après le bureau de vote de Logoualé qui a donné son verdict à la mi-journée, c'est au tour des 9 autres bureaux de vote du groupe scolaire Péraldi de Mans de procéder au dépouillement et au décompte après leur fermeture à 17h. Des opérations qui se font sous la supervision du commissaire central de la CEI, Kwame Adjoubani. C'est selon le mode opératoire. C'est une sensation quand vous constatez qu'un déroulement se fait de façon pacifique et que tout le monde vient voter libre, accès et retourne à la maison, pour nous, nous sommes satisfaits. C'est la démocratie qui triomphe. Dans la matinée, ils étaient nombreux, ces grands électeurs de la région du Tongbi, mobilisés pour choisir leurs sénateurs. Je suis heureux de participer à ce moment de démocratie. Je suis heureux que dans le Tongbi, ça se passe dans la paix, la cohésion, la tranquillité. Je souhaite surtout que nous puissions continuer à nous retrouver pour qu'ensemble nous bâtissions une région que nous aimons. Toute l'après-midi, les agents de la commission électorale indépendante, en compagnie des représentants des candidats, sont restés à attendre les derniers électeurs. C'est les électeurs qui sont attendus.
Notre BV à 35 qui sont attendus. Sur les 35, jusqu'à 11h, on attendait 5. Et jusque-là, les 5 ne sont pas encore arrivés. Les candidats du Canada, ils sont là, ils devaient être au nombre de 5. Mais il y a le PPAC qui n'est pas représenté. Il y a 4 qui sont présents. Nous avons 36 électeurs, il nous reste 4 que nous attendons avec impatience jusqu'à 17h. Candidature pour les sénatoriales avec 442 grands électeurs. Et comment s'est déroulé le vote dans le district de Yamoussoukro et la région du Bélier? Les élus ont-ils pris part à cette élection des sénateurs, obtenant des éléments de réponse dans ce sujet proposé par Walter Amadou Ouattara? De Yamoussoukro pour le compte du district autonome à Ateguakro dans la commune, comme à Toumoudi dans la région du Bélier. Le scrutin s'est déroulé dans le calme et dans une ambiance fraternelle. Nous sommes entre nos frères. C'est ce qu'il faut noter en ce qui concerne la région du Bélier. C'est vrai qu'il y a une adversité politique. Et réellement, nous sommes des frères. Nous nous côtoyons au quotidien. C'est les responsables qui sont là parce que nous ne sommes pas nombreux. Nous avons pu sympathiser ce matin, causer avec tout le monde. On espère qu'on va gagner. Tout ceci montre la vitalité en fait, de la démocratie dans notre pays et singulièrement à Yamoussoukro. Et en tout cas, je pense que le vainqueur au cours de cette élection, ça sera en tout cas la démocratie et la Côte d'Ivoire et que la paix et la paix et le développement puissent en continuer dans notre pays. Pareillement à ces cadres du centre du pays, nous espérons que cette atmosphère continue de prospérer jusqu'à la fin du processus électoral. Bienvenue à la sous-préfecture de Toumoudi, c'est dans la région du Bélier. Ici, 4 listes sont en course pour seulement 2 sièges au Sénat. Sur 263 électeurs attendus, 2 ne se sont pas présentés à l'un des 7 bureaux que compte ce lieu de vote. Pour la suite des événements, on écoute le représentant de la CEI pour cette région. Le superviseur régional pour ces élections, donc je supervise la région du Bélier, du Inzi et le district autonome de Yamoussoukro. Bon, il va maintenant s'agir de faire un dépouillement, bureau de vote par bureau de vote. Après, on fera la compilation et les résultats de la compilation ce résultat me sera transmis pour une validation, ce qui permettra de faire une proclamation au niveau local. Et dans la région du Kabadougou, l'on a aussi voté les sénateurs. Les conseillers municipaux et régionaux ont opéré le choix dans le calme total. Le récit de cette journée de vote avec Jean-Marc Diadji. Lycée moderne de Dodini, dans la région du Kabadougou. Ce centre est l'unique lieu de vote réservé par la commission électorale indépendante, CEI, pour l'élection des 2 sénateurs de la localité. 317 conseillers municipaux et régionaux du district du Denguélé sont invités à accomplir leur devoir de citoyen. J'exhorte tous les grands électeurs à venir exprimer leur suffrage. Je souhaite pour ces élections qu'elles soient apaisées parce que le seul message du président Alassane Ouattara, c'est que nous soyons dans la paix, vivons dans la paix et allons dans la paix. 30 agents, superviseurs et commissaires de la CEI locale ont été déployés dans les 30 bureaux de vote du centre. Depuis 7 ans, nous sommes en place et le bureau nous avons commencé les élections à partir de 8 heures. Bon, c'est vrai que tout se passe très bien. Hein. Les électeurs arrivent au compte-gouttes. Bon, quand ils arrivent, il faut d'abord vérifier leur identité, la carte d'électeur, la pièce d'identité. S'ils sont effectivement sur la liste des votants, bon, ils votent. Les mesures sont prises pour le bon déroulement de ce scrutin qui vient de débuter. Nous avons pris des dispositifs pour qu'au moins chaque commune ait au moins un bureau. Donc chaque commune a un bureau et la régionale a son bureau à part. Et on a 10 commissaires. Chaque commissaire est habilité à superviser au moins un bureau. Puisque nous parlons de l'élection sénatoriale, le président de la commission électorale indépendante, Koulibaly Kouibiart Ibrahim, était l'invité du 20h. Avec Kolo Koulibaly, le premier responsable de la CEI, est revenu sur le déroulement du vote et d'autres principes à retenir. Nous vous proposerons tout certainement un extrait de ces échanges dans nos prochaines éditions. Et nous vous le disions en titre, le concours d'entrée dans les établissements publics de formation professionnelle a eu lieu aujourd'hui partout dans le pays. 24 768 candidats composent pour obtenir le CAP, le BT et le BTS. C'est une première journée de composition qui s'est bien déroulée dans l'ensemble. Le directeur de cabinet du ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage a visité quelques centres dans les lycées techniques d'Abidjan ce matin.
matin. Issa Tchonanyo. Ils sont 24 768 candidats cette année contre 21 319 l'année dernière qui composent pour le concours d'entrée dans les établissements publics de la formation professionnelle. Ces jeunes sont en lice pour l'obtention du CAP, du BT ou du BTS. Les épreuves c'était facile, il n'y avait rien de compliqué dedans. J'ai confiance pour la suite. On a terminé l'épreuve de français, les questions étaient bonnes. Culture générale également. Et là, présentement, nous traitons la mathématique. Le directeur des examens et concours au ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage se réjouit de l'engouement des jeunes pour le concours. Ce concours, comme chaque année, a été ouvert depuis le mois de mai. Et les inscriptions se sont poursuivies jusqu'au 25 août dernier. Et cette année, on a constaté un réel engouement. La preuve, on a eu plus de 25 000 candidats. Pour s'assurer du bon déroulement du concours, le directeur des cabinets du ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage a visité plusieurs centres, dont le lycée technique d'Abidjan. Nous sommes heureux justement qu'il y ait de plus en plus de candidats. Cela dénote de la sensibilisation des populations sur l'existence même de cette ordre de formation qui a été quelque peu négligé dans les années antérieures. Donc nous espérons que cela va aller crescendo et que nous allons pouvoir mettre à la disposition du peuple ivoirien des établissements de formation professionnelle dignes de ce nom. Les résultats seront proclamés le 23 septembre 2023. Voyons à présent les résultats assez intéressants de ce rapport d'État sur le système éducatif national 2018 et les évaluations internationales du PASSEC 2019. Ils soutiennent qu'une forte majorité d'élèves du cycle primaire a un faible niveau de maîtrise, de compétences en lecture et en mathématiques. Le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation a proposé le programme d'enseignement ciblé. 5 ans après sa mise en œuvre, quel bilan peut-on dresser? La réponse dans ce reportage de Sephora Zegui. La qualité de l'éducation reste un défi à relever pour le système éducatif ivoirien en dépit de l'amélioration des taux d'admission aux différents examens de fin d'année. Le rapport PASSEC 2019 montrait des insuffisances en lecture et en mathématiques chez les élèves du primaire et du secondaire, d'où la mise en œuvre du PEC, programme d'enseignement ciblé dans plus de 1000 écoles dans les DRENA de Divo, Soubré, San Pedro, Daloa et Boisflé. Avec notre partenaire technique Tarla of Africa, n'est-ce pas, nous avons initié justement le programme d'enseignement ciblé qui est un programme qui nous permet effectivement de rattraper tous les élèves qui ont des difficultés d'apprentissage pour les mettre au même niveau que les autres. Le programme d'enseignement ciblé, une approche innovante pour assurer l'acquisition des compétences fondamentales pour tous les enfants. Quand on intervient dans une école, on touche l'ensemble des enfants de cette école qui sont au niveau CE1 au CM2. Et donc pendant 1h30 par jour, on fait sortir les enfants pendant la période, il y a une plage horaire dans l'emploi du temps qui s'appelle rémédiation. Pendant cette plage horaire, les enfants de toute une école vont se retrouver par niveau et pas par classe. Tout ça, ça se fait dès le départ par une évaluation systématique de tous les enfants qui entrent dans le programme. On appelle cette évaluation l'évaluation du test ASER qui consiste à évaluer le niveau réel de chaque enfant en lecture et le niveau réel de chaque enfant en mathématiques. Après 5 ans de déploiement, le PEC a donné des résultats satisfaisants. À cet effet, il sera généralisé cette année. Reverser justement cette approche-là justement dans le PENAPAS pour qu'à partir de la rentrée prochaine, toutes les classes de CP1 de Côte d'Ivoire puissent bénéficier justement de cela. Et on va le faire progressivement, CP2, CE1 jusqu'en CM2, pour que justement tous ces élèves qui vont bénéficier des cours du CP1, du CP2 jusqu'en CM2, qui vont avoir des difficultés d'être au même niveau que leurs camarades. Le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation s'est associé à l'ONG Teaching at the Right Level, TAL Africa, pour adapter au contexte ivoirien et piloter le programme d'enseignement ciblé, le tout premier programme inspiré par TAL, lancé en français.
L'enseignement est dispensé aux enfants au moyen d'activités attrayantes, amusantes et créatives adaptées à leur niveau d'apprentissage. Ce sont 165 000 enfants en Côte d'Ivoire qui ont bénéficié de ce programme en 2022. L'État de Côte d'Ivoire veut atteindre 0 cas de malnutrition d'ici à 2030, un objectif partagé par les femmes de Guiambé et de Siemporgo dans la région du port de la Bagoué. Nous sommes dans le nord du pays. Réunies en coopérative, elles se sont engagées dans la lutte contre la malnutrition en misant sur la culture des denrées locales telles que le maïs, le riz, le mil, la tomate ou encore l'aubergine. L'UNICEF et le Conseil national pour la nutrition sont allés à leur rencontre pour leur exprimer tous leurs encouragements. Khalil Diomandé, Adama Sangaré pour le témoignage. Derrière ces coups de daba se nourrit un rêve, celui d'éradiquer la malnutrition dans la sous-préfecture de Guimbé, région du Poro. Depuis une dizaine d'années maintenant, ces femmes réunies en coopérative se sont engagées pour la sécurité alimentaire et la lutte contre la malnutrition. Dans ce champ de 7 hectares, elles cultivent une diversité de produits. Nous cultivons de l'arachide, du soja, du maïs, et du maraîcher, du riz aussi. Après la récolte, nous donnons une partie à la cantine scolaire pour pouvoir nourrir les enfants à l'école. Tout ce que nous faisons là, c'est pour aider le gouvernement à lutter contre la malnutrition des enfants. Ayant eu écho de leur engagement pour la nutrition infantile, l'UNICEF, le Fonds japonais et le Conseil national pour la nutrition sont venus à la rencontre de ces femmes. L'occasion pour elles de faire découvrir à la délégation leur entrepôt de stockage et d'émettre des doléances en vue de booster leur productivité. On a besoin que l'UNICEF vienne nous aider avec des machines pour pouvoir travailler dans nos champs, pour que nous ayons plus de rendement. Et ce que nous cultivons, on a besoin aussi que l'UNICEF nous apprenne comment il faut transformer ça pour pouvoir les aider aussi contre la malnutrition des enfants. Des doléances que l'UNICEF entend bien adresser. Nous allons continuer à travailler avec ces femmes pour continuer à apporter un appui technique sur tout le volet nutrition et également tout le volet de la transformation des aliments auprès des jeunes enfants. L'UNICEF a offert à la coopérative 2 tricycles avant de prendre la direction de Siemporgo, dans la région de la Bagoué. Ici, les femmes ont également pris à bras le corps le combat contre la malnutrition et la faim en misant sur les cultures vivrières. C'est d'ailleurs pour les encourager dans leurs initiatives que l'UNICEF, à travers le Fonds japonais, met à leur disposition un tricycle. Je salue l'UNICEF pour le tricycle qu'il vient de nous donner. Ça va nous permettre de bien produire pour que nos enfants puissent bien manger. Et je suis convaincu effectivement que ces dons, en un point douté, en tout cas, va permettre de booster effectivement la lutte contre la malnutrition en Côte d'Ivoire dans notre pays. Et dire merci encore à l'UNICEF Côte d'Ivoire qui a piloté effectivement ces actions sur le terrain. 0 cas de malnutrition en Côte d'Ivoire d'ici à 2030. La coopérative de Siemporgo promet de jouer pleinement sa partition pour relever ce défi. La Côte d'Ivoire a honoré une quarantaine d'agents du FIRCA, le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole. Des médailles d'honneur du travail leur ont été décernées, une reconnaissance de leurs inlassables efforts depuis 20 ans pour le financement de plus de 900 projets agricoles. L'ancien Bakayeko. Le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole a pour rôle de mobiliser les ressources financières auprès des filières agricoles, de l'État et des partenaires techniques et financiers. Objectif, améliorer la compétitivité des filières et accroître la productivité des différentes spéculations. 39 agents de cet important organisme d'État ont reçu des distinctions. La distinction à la médaille d'honneur du travail est la récompense de la République de Côte d'Ivoire pour les services honorables, la fidélité et la loyauté des travailleurs qui, pendant plusieurs années, ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour participer au rayonnement de leur entreprise. Cette distinction est certes une fierté, mais constitue surtout un signal fort pour nos collègues qui ne font pas partie de la liste d'aujourd'hui. L'abnégation au travail, le professionnalisme, la loyauté envers l'employeur finiront toujours par payer à travers la reconnaissance de la nation. En 20 ans d'existence, le FIRCA a déjà exécuté 900 projets en faveur de 25 filières agricoles. Les domaines d'activité financés par le FIRCA
couvre notamment la recherche agronomique forestière appliquée, la conduite d'expérimentation et de démonstrations pour la transmission du savoir entre la recherche et l'exploitation, la recherche technologique pour l'amélioration des produits agricoles et des produits transformés, la diffusion de connaissances par l'information, la démonstration, la formation, le conseil technique et économique. Ces actions ont contribué à promouvoir plus d'une centaine d'innovations et touché au moins 1 million de producteurs par an à travers des programmes de recherche et d'assistance technique ainsi que de formation aux métiers agricoles. La Côte d'Ivoire et les Nations Unies sont préoccupées par la gestion intégrée des frontières. Plusieurs pistes de solutions sont élaborées en vue de résoudre la problématique. Le ministre délégué auprès du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Kakou Ouadja Léon Adom, et la représentante spéciale adjointe du secrétaire général pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, Giovanni Bia, ont eu une séance de travail. Le compte-rendu de cette rencontre avec Michel Digré. La mise en place d'un mécanisme de gestion intégrée des frontières de la sous-région visant à garantir la paix et la stabilité. Le sujet était au cœur de la séance de travail entre le ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères, Adom Kakou Ouadja, et la représentante spéciale adjointe du secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel. Madame Giovanni Bia donne les raisons pour lesquelles la Côte d'Ivoire doit jouer les premiers rôles sur les questions sécuritaires dans la sous-région. La Côte d'Ivoire occupe une position stratégique dans la région, mais aussi sur le continent. Position stratégique pour garantir la paix, la stabilité, la sécurité de la région. Donc nous avons échangé sur le rôle de la Côte d'Ivoire, sur l'appui aux décisions de la CEDEAO pour garantir la paix et la stabilité, mais aussi la stabilité politique dans un nombre de pays justement de la sous-région, et notamment dans les pays où il y a eu des coups d'État. C'est la deuxième mission en une année de Giovanni Bia en Côte d'Ivoire pour mieux coordonner la stratégie de lutte contre l'insécurité en Afrique de l'Ouest et dans le Sahel. Et Variétoscope 2023 a refermé ses portes aujourd'hui. La grande finale de l'émission culturelle à succès de la RTI a réuni des milliers de personnes au Palais des Sports de Trècheville. 5 groupes étaient en compétition. Une finale âprement discutée à l'issue de laquelle le groupe Amamoué Bia d'Aboisseau est ressorti vainqueur. Parmi les nombreux prix glanés, le groupe du Sud Comoé repart avec une ambulance médicalisée. Et c'est aussi une finale qui s'est déroulée sous le regard du directeur général de la RTI que je vous propose d'écouter. La RTI, à son Excellence le Premier ministre Achille Patrick Jérôme, qui soutient Variétoscope et qui dote cette compétition de prix importants. À la suite, exprimer toute notre gratitude à nos ministres de tutelle, le ministre de la Communication et de l'Économie numérique, Amadou Koulibaly, pour son soutien de tous les instants, et le ministre Moussa Sanogo, ministre du Budget et du portefeuille de l'État, qui ne ménage aucun effort pour permettre à la RTI d'avoir les moyens pour continuer sa mission de service public. Je voudrais féliciter tous les groupes qui nous ont gratifiés de spectacles époustouflants. Et je voudrais aussi remercier toute la direction de RTI 1, l'équipe de production, le NG10, avec le toujours jeune Barthélémy Inabo et ses compères. Merci pour tout ce que vous faites. Merci à Kone Siriki Sil, l'inusable, le talentueux, le grand réalisateur et une des icônes de la RTI. À travers lui, je voudrais rendre hommage à tous ses collaborateurs qui, matin, midi, soir, travaillent pour le bonheur des Ivoiriens, des téléspectateurs, des auditeurs et des internautes. Merci à tous pour contribuer chaque jour à rendre encore un peu plus grand ce rendez-vous de Variétoscope.
Et toujours dans le chapitre culture, la deuxième édition du prix Marie-Laure d'Ivoire a été lancée hier. L'initiative de la journaliste présentatrice Marie-Laure Ngoran fait la promotion des Ivoiriens de la diaspora qui excellent dans leur domaine de compétences. Après Paris en 2022, qui a vu la distinction d'une vingtaine de récipiendaires, Bruxelles, la capitale de l'Europe, accueille le 1er décembre prochain la cérémonie. Il sera une dizaine de personnalités primées, dont 5 qui recevront des prix d'honneur. Thème choisi, Côte d'Ivoire, terre d'opportunités. Franck Wadio. Et de deux. Les Marie-Laure d'Ivoire, après la capitale française, tissent leur toile, cette fois dans la capitale belge, Bruxelles, le 18 novembre prochain. Le principal enjeu, c'est de promouvoir l'excellence. C'est de promouvoir les personnes de qualité, des personnes qui excellent dans leur domaine d'activité. Donc quand on décèle ces personnalités qui ont des talents exceptionnels, c'est une manière pour nous de les encourager. Des personnalités qui ont fait de l'excellence leur credo, elles impactent, valorisent l'identité et la destination ivoire. L'essence de cet événement initié par la journaliste présentatrice du 20h sur RTI 1 Marie-Laure Ngoran et ses partenaires. Et pour cette année, il y aura plus d'une dizaine de lauréats qui seront honorés. Et 5 prix d'honneur seront décernés à des personnalités qui se sont distinguées par leurs actions pour la promotion de la Côte d'Ivoire. Les lauréats auront l'opportunité de participer à des missions de prospection en Côte d'Ivoire grâce à un partenaire. Plus d'une dizaine de lauréats et 5 prix d'honneur cette année. L'innovation, la technologie, la vie associative, le sport et la culture, entre autres, bien de domaines de possibilités et de potentialités mis en avant par les Marie-Laure d'Ivoire. Ce prix m'a apporté une grande visibilité et m'a apporté aussi beaucoup d'opportunités parce que vivant à l'étranger, je n'étais pas forcément connu dans l'espace, sur l'échiquier national ivoirien. De Marie-Laure d'Ivoire, d'Abidjan à Paris, puis bientôt à Bruxelles, l'événement mobilise de plus en plus. C'est tout à fait naturellement que l'Office du tourisme accompagne les Marie-Laure d'Ivoire, dont l'un des objectifs est de sublimer la destination Côte d'Ivoire. Nous pensons à la diaspora et nous leur disons de venir. Ensemble, nous allons continuer le développement de notre beau pays. Le deuxième élément pour lequel la ministre d'État attache du prix à ce prix, c'est que cette initiative représente pour nous une offensive diplomatique. C'est une offensive diplomatique. Le savoir-faire ivoirien à la conquête de l'Europe, mais aussi le savoir-être ivoirien communiqué au monde. La deuxième édition des Marie-Laure d'Ivoire porte 4 maîtres mots. La Côte d'Ivoire, terre d'opportunités. Mais dans l'actualité internationale, l'aide internationale aussi à la Libye s'intensifie après les inondations dévastatrices qui ont fait des milliers de morts et de disparus dans l'est du pays. L'ONU pointe du doigt l'héritage de plusieurs années de guerre et de chaos. La plupart des milliers de morts dans les inondations dans l'est de la Libye auraient pu être évités, a estimé le patron de l'Organisation météorologique mondiale. Les survivants sont encore sous le choc. Ils disent n'avoir jamais vu pareil tsunami. Plusieurs personnes disent aussi avoir absolument tout perdu. Et ces images de feux de forêt en Algérie, il s'agit des forêts de Béjaïa et de Tizi Ouzou en proie aux flammes. Plusieurs hameaux ont été évacués afin de mettre les habitants à l'abri. C'est ce qu'ont indiqué les autorités qui, pour l'heure, n'ont fourni aucun bilan. La direction de la protection civile a prévenu que les flammes se propagent rapidement en raison de vents violents. Au cours donc de ce week-end, les températures élevées devraient persister dans la zone touchée. Il est donc attendu des conditions chaudes et sèches susceptibles de favoriser la croissance des feux de forêt, une récidive des feux qui inquiètent les populations de la Kabylie. Nous arrivons au terme de ce journal. Merci aux équipes techniques et de rédaction. Merci à vous aussi de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 6h30 ce dimanche pour la première session de l'information. Excellente soirée.